Les conférenciers suivants sont Marianne Cormier et Mike Sturgeon de l'Université de Moncton. Donc, les conférenciers ont 15 minutes, puis après, ce sera à vous les 5 minutes de période de questions. Allons-y. Merci. Alors, on va commencer tout de suite parce que 15 minutes, on trouve que c'est pas beaucoup. Alors, notre but de cette étude-là, c'était de comparer deux différentes approches et de comparer l'apprentissage à la fois langagier et scientifique parce que ça se passe dans un cours de sciences en immersion. Donc, c'est ça. Et aussi de décrire le rôle de la langue première comme outil d'apprentissage. Alors, en comparant les deux approches pédagogiques, on veut savoir spécifiquement quels sont les effets de ces approches-là sur le développement de leurs connaissances scientifiques et aussi quels sont les effets de ces approches sur leurs compétences en langue seconde et finalement, comment les élèves utilisent la langue première et la langue seconde comme outils cognitifs et linguistiques. Pourquoi faire l'étude? Ben, les défis d'enseigner les sciences dans n'importe quelle langue, mais encore plus notés en immersion et encore plus notés en immersion tardive. Les élèves en immersion apprennent les sciences, mais leurs compétences en français seraient souvent négligées ou le développement de leurs compétences en français serait souvent négligé parce qu'on concentre uniquement sur le contenu scientifique et beaucoup moins sur la langue. Alors, la question, c'est comment essayer de faire les deux en même temps, le développement langagier et scientifique. Les constats qui nous préoccupent, l'interlangue plafonnée des élèves en immersion au plan grammatical, lexical et sociolinguistique, tel que noté dans plusieurs études, dont celle de Lister. La distinction entre apprendre les sciences en L2, donc la langue à travers le contenu, ou utiliser la langue pour apprendre les sciences et la L2 simultanément. Alors, c'est à moi de décrire la méthodologie de la recherche. Il s'agit d'une étude faite de petite échelle, faite dans 2 classes de 7e année, immersion tardive au Nouveau-Brunswick. Et là-bas, c'est la 2e année de l'immersion tardive. Nous avons nous avons développé et implanté une unité de sciences sur des séismes et les volcans. Et l'enseignement dans 2 classes, on a une classe contrôle et une classe expérimentale, a été effectué par la même enseignante, une étudiante à la maîtrise, formée, qui était prof aussi. Alors, dans la classe expérimentale, il y avait 25 élèves. Vous avez les détails ici sur l'écran. Les classes étaient assez similaires sur le plan nombre, garçons-filles, classe économique, le temps accordé à l'enseignement. Et la grosse distinction, c'était l'approche littératie et l'approche prescrite par le conseil scolaire. Faute de temps, on ne va pas décrire en détail les 2 approches, mais vous avez les détails dans votre document. Mais grosso modo, l'approche du district scolaire, c'est mémorisation, écrire des notes au tableau, travailler un petit peu avec les photos du manuel, un projet sur des volcans célèbres. Dans l'approche, vous avez 5 étapes. Dans l'approche littératie, c'est vraiment utiliser la langue pour apprendre les sciences. Il y avait un mélange de stratégies cognitives, métacognitives pour apprendre et travailler avec les ressources. Et le projet à la fin, c'était un projet choisi par les élèves, mais il y avait beaucoup de ressemblances dans les projets. Pour la collecte de données, avant l'étude, il y avait une tâche écrite et orale, la même tâche écrite à la fin, portant sur le contenu scientifique, et nous avons fait des analyses du contenu scientifique et de langue. On a aussi journal le bord de l'intervenant, entrevue pré-poste avec l'enseignante, et aussi une entrevue avec l'enseignante de classe, dans les classes dans lesquelles nous avons fait l'étude. Aujourd'hui, on porte attention sur les tâches écrites et orales. Je fais un sommaire de ce tableau, et c'est vraiment
un travail vraiment en voie de développement. Alors, nous avons découvert le logiciel Inspiration et on commence à... Là, c'est pour résumer le rôle de l'anglais. Dans nos analyses des entrevues, nous avons d'abord analysé les interventions des élèves. On a utilisé les mots et les tours comme unité d'analyse. Et aussi, on a analysé l'utilisation de l'anglais et du français par l'intervieweur. Et vous voyez, grosso modo, en général, le groupe expérimental parle plus, mais ils se servent aussi de plus d'anglais. Ils parlent plus en français également, mais tout ceci retouche la littérature. Ce n'est pas surprenant. Vous allez voir d'autant plus pourquoi ce n'est pas surprenant qu'ils ont utilisé plus d'anglais à cause de la complexité linguistique et cognitive de ce qu'ils avaient à dire en sciences. Du point de vue conception scientifique, nous n'avons vu aucune amélioration chez les deux groupes sur les conceptions scientifiques sur les volcans. Ils avaient déjà de bonnes connaissances au départ. Mais en termes de connaissances sur les séismes, le groupe expérimental a fait des améliorations significatives comparées au groupe contrôle. En termes, là, on a un résumé aussi oubliez les deux derniers points parce que Marianne va vous donner beaucoup plus de détails sur les progrès du point de vue langue. Et on a des diapos où on a fait des analyses sérieuses, statistiques, et vous avez ces détails dans votre document. On n'a pas vraiment le temps d'analyser en détail les tests Mann-Whitney et ANOVA que nous avons faits, qui révèlent les différences significatives en faveur du groupe expérimental. Je passe la parole à Marianne. Alors, comme vous voyez, le résumé, c'est qu'ils ont le groupe expérimental au poste parle et écrit de façon beaucoup plus complexe au sujet des séismes que le groupe contrôle. Mais est-ce que ça a un impact sur leur langue? On va regarder ces détails-là. Donc, en termes d'habileté langagière, le groupe expérimental a écrit beaucoup plus que le groupe contrôle à la fin. Le groupe contrôle a même écrit moins. Et la différence entre le pré et le post pour le groupe expérimental est significative. Donc, la longueur des écrits, c'était ça, mais on s'est dit, oui, mais il y a beaucoup d'anglais dans les écrits, donc est-ce qu'ils ont écrit plus en anglais? Le nombre de mots en français a augmenté de façon significative pour le groupe expérimental. Alors, c'était plus français. Et le nombre d'erreurs a diminué de façon significative aussi. Alors, on avait un rapport d'erreur de 52 avant et ça a diminué à 32. Et la différence entre les groupes après est significative également. On a aussi regardé les mots rares à l'écrit. Alors, le tableau de Giasson, dans son livre de lecture, elle dit qu'elle a une petite liste de mots qui compose 50% des mots de la langue française. Alors, on a compté combien de mots qui ne figuraient pas à ce tableau-là, qui figuraient dans les écrits des élèves. Et le groupe expérimental a aussi eu une augmentation significative pour les mots rares. Donc, on suppose un vocabulaire plus intéressant. Et finalement, on a regardé la qualité des verbes et on l'a évalué de façon qualitative. Donc, s'ils utilisaient un verbe en français assez bien, on donnait une note de 1. S'ils utilisaient le verbe parfaitement, on donnait une note de 2. Et les deux groupes ont fait des gains significatifs du pré au poste. Donc, voilà. Les deux groupes utilisent aussi significativement plus de verbes en français au poste. Et le groupe contrôle utilise également plus de verbes en anglais au poste, mais ce n'est pas le cas pour le groupe expérimental. Et finalement, les verbes en français, le « est » était beaucoup plus fréquent dans le groupe contrôle, le EST, troisième personne du singulier, que chez le groupe expérimental. Donc, ce schéma ici tente de résumer un peu
la conclusion pour le groupe contrôle. Alors, faire des sciences en L1 avec l'approche du QRE, qui est question de l'enseignant, réponse de l'élève et évaluation de l'enseignant, et par la simplification langagière et des notes du tableau, etc., ne semble pas, ou dans ce cas-ci, n'a pas semblé résulter dans un gain en sciences, et peut-être en langue seconde un peu, mais peut-être moins important que l'autre groupe. Peut-être que ce gain-là se fait par osmose parce que dans l'approche qui était celle recommandée par le DISRI, il n'y avait vraiment pas d'attention sur la langue. On n'a vraiment rien fait pour adresser les compétences langagières. Dans le scénario pour le groupe expérimental, on avait les langues pour apprendre les sciences par les stratégies langagières de lecture, d'écriture et de communication orale, et par une approche expérientielle un peu. C'était très difficile avec des séismes d'avoir une approche expérientielle dans ce cas-ci. Ça résultait en des gains en sciences et en des gains en langue seconde. Donc, les deux semblaient progresser. Alors, je passe la parole à Miles pour une conclusion. Alors, comme vous voyez, cette étude est très complexe et nous avons beaucoup ici, il y a beaucoup à digérer. Pour nous aussi. Mais nous avons vu que les développements langagiers et conceptuels évoluent ensemble, puisque la pensée exige la langue et la langue exige la pensée. Alors, nous sommes en train de repenser la définition traditionnelle et l'approche traditionnelle de l'enseignement des matières en sciences, ou en matière, le contenu en immersion. Nous pensons, nous avons de l'évidence que la pensée conceptuelle des élèves du groupe expérimental semble s'exprimer de façon plus cohérente et de plus complexe. Nous croyons que nous avons de l'évidence, bien sûr, d'une étude en fait de petite échelle, qui démontre que cette approche littératie est prometteuse en immersion. Comme j'ai dit, les limites du point de vue, surtout du point de vue analyse statistique de ces groupes restreints, nous posent des défis. C'est sur l'intervention, comme la plupart des études expérimentales et quasi-expérimentales, dans de vraies salles de classe. L'intervention est courte et bien sûr, il y a des complexités. C'est messy un petit peu, faire des études quasi-expérimentales dans des vraies classes avec des vrais élèves, etc. Mais c'est intéressant et je pense que nos résultats viennent rejoindre certains résultats que nous avons de recherche antérieure. Surtout le point de l'importance de l'anglais ou de la L1. Et dans ce cas, L1, c'est l'anglais pour ces élèves-là. C'est une classe très homogène du point de vue culturel. Mais la L1 est important et nécessaire pour dealer avec le contenu et les défis cognitifs des sciences. Mais tout en même temps, on ne peut pas dire que si les élèves n'avaient jamais utilisé l'anglais, n'avaient jamais pensé en anglais, etc., que leur production écrite et orale et que leur science serait supérieure ou inférieure. Mais nous avons de l'évidence qu'ils font des progrès en sciences et en langue, même s'ils se servent ou semblent avoir besoin de la L1. Et là, l'autre jour à mon chalet, Marianne et moi, on est devenus très philosophiques et on commence à dire d'une certaine façon, qu'on redéfinir, c'est peut-être un gros verbe, mais de repenser le discours autour de l'approche pédagogique pour enseigner les matières en immersion, où on va vers une approche ou un langage qui décrit cette approche comme l'utilisation de la langue de façon expérientielle et authentique avec activité langagière pour apprendre les sciences et pour développer les connaissances et les conceptions scientifiques et pas apprendre les sciences pour apprendre le français. Et pour apprendre. C'est un peu l'inverse de ce que nous disons traditionnellement sur l'approche
de l'enseignement des matières en langue seconde. Et nous avons déjà eu des critiques qu'on n'apporte rien de nouveau. C'est peut-être notre nouveauté. On vous remercie. On voit que le temps est